Tout le monde a rejoint sa place et je commence immédiatement par l'appel du conseil municipal. Jean-Paul Vermont, moi-même, je suis présent. Patrick Gambache. Présent. Catherine Tréanton. Présent. Yvon Laurence. Nathalie Barnet. Présent. André Laurent. Présent. Valérie Scatolin. Frédéric Laminotte. Laetitia Abili. Jérôme Plouzen. Françoise Keinec. Ismaël Dupont, pouvoir à Marie-Françoise Madec. Marie-Françoise Madec présente. Patricia Stéphan. Amada Zoubeiri. Élise Kérebel, pouvoir à Françoise Keinec. Catel Salazar, pouvoir à Valérie Scatolin en attendant son arrivée. Elle est un peu retardée. Valérie est là. Henri Merlin, Gaba Ngaba. Ludivine Lemaine. Camille Thomas. David Guillaumard. Christelle Breton. Ali Azala, pouvoir à Jérôme Plouzen, qu'on a vu. Maëla Burlot, pouvoir à Patrick Gambache, ici à ma gauche. Jolane Faucheur. Eugène Davider-Caradec. Jean-Charles Pouliquin. Georges Oregan. Alain Danielou. Sabine Duval-Arnoux. Marie Galouedec. Serge Moulec, pouvoir à Alain Danielou. Et Thomas Deroux. Nous avons demandé à Marie-Françoise Madec d'être la secrétaire de séance de ce soir qui a accepté. Le premier point, je vous l'avais sur table, n'appelle pas l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 11 avril, mais votre acceptation que nous puissions analyser une délibération remise sur table relative à la convention financière entre le SDEF et la ville de Morlaix pour des travaux d'effacement de réseau. Veuillez nous excuser pour la transmission sur table, mais elles arrivent aussi au fur et à mesure selon les informations délivrées par les partenaires. Mais comme les travaux sont en cours, il nous permettrait d'avancer ainsi avec la délibération du conseil municipal. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions à l'inscription de ce point en dernier point de l'ordre du jour? Il n'y en a pas, merci. Le premier point appelle à l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 11 avril. Y a-t-il des interventions sur ce compte-rendu? S'il n'y en a pas, chers collègues, y a-t-il des abstentions ou des oppositions pour son approbation? Il n'y en a pas, merci. Le point suivant sont les informations au conseil municipal des délégations prises dans le cadre de l'article L 2122-22 du CGCT. Y a-t-il des questions sur ces attributions déléguées? Vous avez vu, le PEL a rejoint les attributions déléguées, tout simplement puisqu'effectivement, une fois le budget du PEL voté, les allocations de subventions sont du ressort des délégations du maire. Donc nous avons été alertés sur le fait que nous ne pouvions pas normalement délibérer à nouveau sur ces subventions, mais en termes de transparence, nous avons effectivement fait le point avec vous. Vous retrouvez l'ensemble de ces attributions et ces versements de subventions. Yvon? Oui, pour autant, mais ce n'est pas une nouveauté. Pour autant, tous ces projets ont été doublement validés à la fois par le groupe d'analyse, puisque chaque porteur de projet est reçu par un groupe d'analyse. Et puis ensuite, chaque projet est également présenté en commission sport-jeunesse vie associative et à chaque fois, tous les projets, dans chacune des deux instances, les projets ont reçu un avis favorable. Voilà, c'est la raison pour laquelle ils sont mis en œuvre. Alors, ces attributions font l'objet d'une prise d'acte, mais la prise d'acte est également délibérée. S'il n'y a pas d'intervention, prenons acte de la présentation de ces informations déléguées et sur le PEL. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Et nous pouvons donc attaquer Patrick Gambache avec le vote du compte de gestion 2023. Bonjour à tous. C'est ça. Si on commence par m'attaquer tout de suite. Première délibération, donc le vote sur le compte de gestion 2023 du budget de la commune et des budgets annexes. Comme chaque année, donc, le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui sont prescrites. Le compte établi par le comptable public receveur de la ville
concordent avec ceux du compte administratif. Donc vous savez qu'on doit d'abord voter le compte de gestion avant de pouvoir attaquer le compte administratif. Le compte de gestion, donc statuons sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire. Statons sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et statons enfin sur la comptabilité des valeurs inactives. Donc on vous demande de bien vouloir voter ce compte de gestion. Merci. Si vous avez des questions. Sachant que le receveur qui suit au Trésor public ses comptes les a visés et certifiés conformes. Y a-t-il des questions sur le compte de gestion? Il n'y en a pas, chers collègues. Y a-t-il des abstentions? Vous abstenez sur la conformité du travail administratif. Hein. Vous verriez dans l'obligation de dénoncer quelques irrégularités si vous vous absteniez. Oui, Jean-Charles. On ne s'abstient pas, hein, c'est juste le compte de gestion. Il s'agit de constater que le compte de... les inscriptions de la ville sont conformes à la réglementation comptable. C'est bien cela. Voilà. C'est un peu comme l'avis de l'expert comptable dans les associations qui dit, sans vous prononcer sur la qualité ou pas de la gestion de la ville par la majorité, les comptes ont été visés par le Trésor public qui a confirmé que les opérations comptables étaient conformes aux normes comptables publiques. C'est l'objet du compte de gestion. Donc je répète ma question, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Et là, nous arrivons au compte administratif qui pourra faire l'objet d'échanges. Toujours Patrick Gambache. Merci. L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées. Le compte administratif donc rapproche les prévisions inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses et en recettes, présente les résultats comptables de l'exercice et est soumis par l'ordonnateur pour approbation à l'Assemblée délibérante qui l'arrête définitivement pour un vote, donc avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice. Le compte administratif, juste un mot de contexte. Pour cette année 2023, je vous rappelle que nous avions eu un taux d'inflation de 4,9%, qui était le deuxième plus élevé depuis 1991, donc après celui de 2022, qui avait été lui-même de 5,2%. Donc c'est important de le rappeler parce que c'est à l'intérieur de ce contexte-là que s'est déroulé en fait notre budget 2023. Le compte administratif 2023. Pour l'exercice 2023, l'ensemble des dépenses de fonctionnement et d'investissement s'élève à 34 369 000. En 2022, ce total était de 32 767 000, soit une augmentation des dépenses de 1 900 000 €, soit plus 5,8%. Le total des recettes est de 34 701 000 € en 2023 contre 34 001 000 € en 2022, soit une croissance de recettes de plus de 799 682 €, ce qui fait une évolution de 2,1%, ce qui permet de dégager un solde global de clôture de 31 604 €. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 24 933 €. Elles sont en hausse de 24 933 000 €. Pardon. Elles sont en hausse de 1 282 000 €, soit plus 5,4% par rapport à 2022. En 2023, les dépenses énergétiques et les contrats de prestation de services sont les principales causes d'augmentation des dépenses de fonctionnement. Les dépenses réelles de fonctionnement, hors amortissement et cession, augmentent de plus de 4,9% par rapport à l'année dernière. En 2023, ces dépenses de fonctionnement ont été exécutées à 97,2%. Juste trois chapitres sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Sur les charges à caractère général. Il regroupe les achats d'eau, d'électricité, de fournitures et de petits matériels, l'entretien des bâtiments et la voirie, les primes d'assurance, les honoraires, les cérémonies et les animations. Ce chapitre augmente de 614 459 €, soit plus 12,5%. Entre 2022 et 2023, pour atteindre 5
519 €, soit 22% de nos dépenses de fonctionnement. Donc sur la totalité de nos dépenses de fonctionnement, ce chapitre-là, lui seul, représente 22%. Sur le chapitre 02, charges de personnel, elle s'élève à 13 392 000 €, soit une augmentation de plus 2,5% par rapport au précédent exercice, soit 44% de nos dépenses de fonctionnement. Donc la partie charges de personnel représente sur la totalité de nos dépenses 44% de celles-ci. Le chapitre 67, charges exceptionnelles, elles augmentent en 2023 de plus 90,1% pour atteindre 784 720 €. Ces charges comprennent essentiellement les subventions d'équilibre versées à des budgets annexes. Ainsi, les subventions d'équilibre de la cuisine centrale passent de 185 000 € en 2022 à 424 000 € en 2023. Et celle de l'Angolvas de 90 000 € à 164 776 €, plus 74 000 €. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement constatées au compte administratif 2023 représentent 27 341 000 €. Elles sont en augmentation de 6,2%, soit plus d'1 587 000 € par rapport au précédent exercice. Les recettes réelles de fonctionnement, hors travaux en régie, plus-value de cession et excédent de fonctionnement reporté, augmentent, elles, de 8,3% par rapport à l'année précédente. En 2023, ces recettes réelles de fonctionnement ont été réalisées à 97,5%. Deux points en exergue de cette présentation. Le chapitre 70, qui sont les produits du domaine et de gestion courante, qui progressent, elles, de plus 3,8% pour atteindre 3 474 000. Il s'agit pour l'essentiel des remboursements de salaires par les budgets annexes, PPE, Cuisine Centrale, Langolvas, et des produits issus de la tarification de prestations assurées par la ville, restauration scolaire, garderie, bibliothèque, etc., soit 12% de nos recettes de fonctionnement. Et le chapitre 73, qui, lui, est le produit des impôts et taxes, qui enregistre une hausse de 8,6% en 2023 pour atteindre 16 264 000 €. Ce chapitre regroupe les contributions directes, l'attribution de compensation, la dotation de solidarité communautaire, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, ainsi que d'autres impôts et taxes, droit de place par exemple, taxe sur l'électricité, TLPE, droit de mutation, etc. Ces recettes, en fait, représentent 59,5% des recettes globales de fonctionnement. En ce qui concerne nos investissements, les dépenses d'investissement sont en hausse de 6,8%, avec un taux de réalisation de 77,8% par rapport au compte administratif 2022. Les dépenses d'équipement, elles, s'élèvent à 6 193 000 €. Nous avons notamment du matériel informatique et téléphonie pour 153 000 €, des travaux divers de bâtiments pour 85 000 €, les moyens et services, engins de voirie, tracteurs, matériel divers pour 207 000 €, les travaux divers dans l'école et le matériel scolaire, 1 258 000 €, les travaux de réhabilitation du musée, 1 million d'euros, les travaux au théâtre du Pays de Morlaix, s'estiment notamment les remplacements de sièges pour 102 000 €, les travaux divers bâtiments sportifs matériels, 297 000 €, l'espace public, signalisation et mobilier urbain, 101 000 €, les travaux de voirie, 1 173 000 €, les travaux divers de l'espace vert, 67 000 €, les travaux de la rampe Saint-Nicolas, le solde de l'opération pour 1 million d'euros, l'acquisition d'immeubles bâtis, 372 000 €, et enfin les travaux de restructuration du domaine pour 124 000 €. Vous avez normalement derrière vous l'évolution des dépenses d'équipement. Donc vous voyez que en fait on est passé de 3 800 000 € en 2018 à 6 194 000 € en 2023. Voilà, avec une hausse en 2020 à 9 millions d'euros. Sur les recettes d'investissement, le remboursement du capital de l'emprunt pour 1 486 000 € est assuré par l'autofinancement de l'exercice, qui est de 1 416 € et une partie des amortissements, 70 000 €.
Le FCTVA, 1 126 000 euros. La taxe d'aménagement, 32 132 euros. Les subventions obtenues, 1 787 euros. Les cessions, 246 000 euros. Et les amortissements, 1 043 000 euros. L'autofinancement de 317 840 euros et le reversement de l'emprunt revolving de 643 580 euros permettent à la ville de financer les projets d'investissement de 6 193 000 euros, avec un emprunt mobilisé à hauteur d'1 million d'euros en 2023. Pour ce qui concerne le résultat de l'exercice, si l'on considère l'ensemble des chiffres, l'excédent global de fonctionnement en 2023 s'élève à 2 407 000 euros et le solde de la section d'investissement laisse apparaître un besoin de financement de 2 376 000 euros. Le résultat de la clôture donc, du compte administratif, qui est donc le différentiel entre les 2 407 et les 2 376, est donc de plus 31 604 euros. L'affectation des résultats, le résultat global de la section de fonctionnement est positif à 2 407 000 euros. Il sert en priorité à couvrir les besoins de financement de la section d'investissement, comme on l'a vu plus haut. Affectation à l'article 1068 est de moins 2 376 000 euros, le reste à réaliser du coup, et ce qui nous donne un reliquat de 243 304 euros. Vous avez juste derrière vous l'évolution de l'excédent de fonctionnement. Donc on revoit la courbe de cette évolution depuis 2018, avec effectivement 2022 où on avait un décrochage, où on était à 992 000 euros et où on remonte aujourd'hui à 2 060 000 euros. L'analyse financière, la caractéristique de la dette. En 2031, le 31 décembre 2023, l'encours de la dette s'élève à 18 387 000 euros, répartis en 16 lignes d'emprunt, dont la durée de vie résiduelle est de 15 ans et 3 mois, pour un taux d'intérêt de 1,65%. La capacité de désendettement est un indicateur de solvabilité. Le ratio indique le nombre d'années qu'il serait nécessaire à la collectivité pour rembourser l'intégralité de son encours de la dette, en supposant qu'elle y consacre toutes ses ressources disponibles, son épargne au brut. La ville de Morlaix peut rembourser sa dette en 7 années, 9. Vous avez en dessous le tableau qui remontre l'encours corrigé de l'épargne brute. Voilà. Merci Patrick. Non, juste un point pour les annexes. Donc là, on vous a présenté le budget principal. On va maintenant présenter annexe par annexe, budget annexe par budget annexe. On va commencer par le pôle petite enfance. Le pôle petite enfance, donc en 2023, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 2 194 000. Elles sont en augmentation de plus 2,8 par rapport à l'exercice précédent. Les recettes de fonctionnement, elles, atteignent 2 353 000, soit plus de 3,2% de plus que l'année précédente. En 2023, les dépenses d'investissement s'élèvent à 100 000 euros 356, ce qui représente une hausse de 7,3% par rapport au compte administratif. Les recettes d'investissement s'élèvent à 48 641 euros, ce qui représente une baisse de 19,7% par rapport au compte administratif de 2022. Pour l'exercice 2023, le reste à réaliser s'élève à 20 990 euros. Il apparaît donc un déficit d'investissement de 72 705 euros. Lors de l'affectation des résultats, il est proposé de financer ce déficit par la mise en réserve du compte 2008 du montant identique. Pour la cuisine centrale est suivie sur un budget annexe autonome. En 2023, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 2 632 000 euros. Elles progressent de plus 6,3% par rapport à 2022. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 2 718 000 euros, soit une hausse de plus 5,4%. En 2023, les dépenses d'investissement s'élèvent à 195 711 euros, ce qui représente une hausse de 59% par rapport au compte administratif précédent, avec une augmentation des dépenses d'équipement de 140%. À plus 83 442. Les recettes d'investissement s'élèvent à 120 000 euros, ce qui représente une augmentation de 34,2% par rapport au compte administratif 2022. Pour l'exercice 2023, les restes à réaliser s'élèvent à
plus 2 463 €. Il apparaît donc un déficit d'investissement de 73 240 €. Lors de l'affectation des résultats, il est proposé de financer ce déficit par la mise en réserve du compte 1068 d'un montant identique. Pour le parc de Langolvas, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 272 127 €. On constate une croissance des dépenses de fonctionnement de plus 3,3% par rapport au compte administratif précédent. Les recettes de fonctionnement du parc de Langolvas s'élèvent à 270 203 € en 2023. Elles sont en baisse de moins 7,5%. Les dépenses d'investissement prises en charge par le budget annexe s'élèvent à 30 634 €, soit une baisse de moins 6,1% par rapport à l'exercice précédent. Les recettes d'investissement augmentent de plus 68,3% pour atteindre 25 414. Elles comprennent l'affectation des résultats de 2022 de 17 521 et une dotation aux amortissements de 7 893 € au chapitre 40. Pour l'exercice 2023, il apparaît donc un déficit d'investissement de 5 220 €. Lors de l'affectation des résultats, il est proposé de financer ce déficit par la mise en réserve du compte 1068 d'un montant identique. Pour le centre de santé, le budget annexe centre de santé créé en 2021. Pour 2023, peu d'opérations ont été enregistrées. En dépenses de fonctionnement, 8 186 €. En recettes de fonctionnement, 61 982 €. En dépenses d'investissement, 5 667 €. Pour les travaux de désamiantage, d'assistance à maîtrise d'œuvre et de 20 000 € de remboursement en capital de l'emprunt. En recettes d'investissement, 72 420 € de subventions, Pacte Finistère et Bien Vivre en Bretagne, et 535 000 € d'excédents d'investissement reportés en 2022. Pour le lotissement de l'Orée-du-Bois, enfin, et pour terminer, il s'agit d'un budget ouvert en 2008. Les résultats cumulés de fonctionnement sont de 120 635 €. Le résultat cumulé d'investissement est de moins 71 795 €, ce qui nous fait un solde global de clôture de 48 839 €. J'en ai terminé. Merci, Monsieur le Premier adjoint. Le débat s'ouvre sur le compte administratif. Y a-t-il des prises de parole? Jean-Charles. Merci, Monsieur le Premier adjoint, pour cette présentation. Merci également au service pour les documents de synthèse qui, une fois de plus, étaient de grande qualité. Donc, le compte administratif, finalement, c'est le solde des comptes à la fin de l'année, à la fin d'un exercice budgétaire. Alors, quelle impression on peut avoir à la lecture du document? Je voudrais presque dire c'est mieux que si c'était pire. C'est-à-dire qu'on a quelques ratios financiers, finalement, en amélioration, mais lorsque on regarde de plus près, lorsque l'on porte un regard plus précis sur le document, on arrive à nuancer cette remarque. Je ne reviens pas sur les choix que vous avez faits dans la construction de ce budget. Nous avons eu l'occasion de nous exprimer là-dessus au moment du vote du budget et puis tout au long des conseils municipaux de l'exercice budgétaire. Un chiffre peut-être quand même, c'est l'achat de livres et de disques dans les bibliothèques qui baisse de 32%. Je ne pense pas que ça soit là de bonnes économies. Alors, certains ratios d'épargne sont en amélioration, vous l'avez montré. Il faut toutefois se rappeler qu'en 2022, ils étaient particulièrement dégradés et que la ville, au regard du remboursement de la dette, était quasi en difficulté. Une amélioration de certains ratios, donc, mais avec quelques réserves. Le niveau d'endettement reste élevé, autour de 18 millions. Et bien sûr, une augmentation de l'épargne nette de 600 000 € à peu près, mais au prix d'une augmentation de la pression fiscale d'1,2 million d'euros sur les contribuables morlésiens, en augmentation de 11,1%. En conclusion, Monsieur le maire, je n'ose même plus vous rappeler votre promesse électorale de baisser les impôts. Mais il ne faut pas hésiter à rappeler les promesses des uns et des autres. J'en pourrais même venir à rappeler certaines autres promesses. Mais là n'est pas le débat, puisque je suis en position de mener et de répondre à vos questions au sein de ce conseil municipal. En 2022, vous le savez, puisque vous aviez, l'opposition, voté la décision modificative de fin d'année, nous avons fait face à des aléas d'inflation hors normes.
Et nous avons pu passer le cap et effectivement, dans la trajectoire des finances, nous avions effectivement prévu de revenir à des ratios prudentiels concernant les finances de la ville dès 2023. Force est de constater que nous y arrivons. 7,9 années de désendettement, c'est un ratio tout à fait prudentiel. L'élévation du niveau de la dette correspond évidemment à la préparation de l'avenir de la ville et à un certain nombre de dépenses d'investissement, avec un effort particulier sur les chaussées, j'espère qu'on s'en aperçoit, mais des efforts également sur les équipements de la ville qui doivent être achevés pour certains et qui avaient débuté lors du mandat précédent. Sur la pression fiscale, je crois que la meilleure réponse a été celle du président David Linard. Je crois qu'il est toujours adhérent Les Républicains et président de l'AMF sur la pression fiscale, puisque, comme vous le faites aujourd'hui dans notre conseil municipal, vous la faites porter sur la décision de l'équipe municipale. Eh bien non, c'est une décision de réélévation des bases, puisque nous avons, dans un contexte extrêmement difficile, toujours fait le choix de ne pas augmenter les impôts, et cette situation est quasi exceptionnelle dans la ville de notre strate. Si tant bien qu'est que prochainement, et cela n'est pas arrivé depuis très longtemps à Morlaix, nous serons bientôt au niveau moyen d'imposition qui concerne les taux municipaux des villes de la strate. Et vous l'avez rappelé, il me reste encore peu de temps pour accomplir une promesse électorale, et dans le monde dans lequel nous vivons, je crois qu'il est extrêmement important que la parole des hommes et des femmes politiques compte. Nous espérons bien, effectivement, répondre à cet impératif pour, je le crois, et là nous aurons accompli une, non pas prouesse, le mot serait trop grand, mais dans le contexte que nous traversons, nous avons, et nous en avons longuement échangé au cours des différents conseils municipaux. Nous avons fait le choix de ne pas augmenter nos tarifs qu'on a considérés sociaux, cantine, tickets sport, un certain nombre de tarifs, puisque une grande partie de nos familles, 22% de familles en dessous du seuil de pauvreté à Morlaix, n'auraient pas pu encaisser l'augmentation de ces tarifs. Nous l'avons fait aussi en rétablissant rapidement une situation dégradée par les inflations et les coûts énergétiques de 2022. Donc oui, j'entends, il faut toujours être prudent en matière financière. Et en fait, j'entends toujours la parole de l'opposition qui nous appelle toujours à cette forme de prudence. Mais en tout cas, là, dans le vote du compte administratif qui vous est présenté de 2023, la situation est maîtrisée. La situation des comptes de la ville est maîtrisée. Donc oui, soyons toujours prudents. Vous avez vu, on a dû faire face en 2022, en quelques jours, à une dégradation exceptionnelle, à une augmentation exceptionnelle des coûts de l'énergie. Nous sommes dans une situation internationale qui peut toujours nous mettre au cœur de changements de tarifs des différents produits. On l'a vu après l'inflation de l'ensemble des produits. Je pense à la cantine et à la dégradation du prix des différentes denrées alimentaires. On est toujours possiblement soumis à des aléas qu'on ne contrôle pas tout, mais en tout cas dans ce que nous essayons de faire pour les finances de la ville, c'est-à-dire une maîtrise à long terme et des ratios prudentiels respectés pour préserver la capacité d'investissement de la ville, je trouve que nous ne nous en sortons pas trop mal au vu du contexte. D'un côté, nous investissons dans des montants qui sont effectivement par rapport à la moyenne des précédents mandats bien plus élevés. Nous préservons les tarifs sociaux. Nous avons voté le RIFSEP et nous avons aussi une augmentation de la masse salariale, puisque les agents de la ville sont aussi des salariés qui sont soumis, des agents qui sont soumis à l'inflation. Il faut effectivement accompagner des hausses de salaire pour eux de leur part. Bon, on n'est jamais parfait, mais vous l'avez dit, on est loin du pire, et en tout cas, on est dans une situation budgétaire maîtrisée. Y a-t-il d'autres prises de parole ? S'il n'y en a pas, chers collègues, je vais quitter la salle, céder la présidence au premier adjoint, puisque je ne peux pas être présent pour le vote des comptes administratifs.
avec le son, c'est mieux. Fiche de vote des différents comptes administratifs. Donc, nous avons tout d'abord le premier vote sur le budget principal. Qui s'abstient? Merci. Qui vote contre? Merci. Budget annexe cuisine centrale. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Le budget annexe pôle petite enfance. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Le budget annexe Langolvas. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Le budget lotissement Auré-du-Bois. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Et enfin, le budget centre de santé municipal. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci, chers collègues. Merci, Patrick, d'avoir assuré la présidence et les opérations de vote. Nous pouvons poursuivre avec l'affectation des résultats. Affectation des résultats 2023. Donc, l'affectation des résultats est proposée comme suit. Alors, il est proposé aux membres du conseil municipal d'affecter les résultats excédentaires de la section de fonctionnement de la manière suivante. Le résultat d'exploitation constaté du budget principal est de 2 407 918,26 €. Il est proposé aux membres du conseil municipal de l'affecter de la façon suivante. 348 303,58 € au compte 1068, affecté aux résultats excédentaires au financement d'opérations d'investissement, soit 2 059 614,68 € au compte 002, excédent de fonctionnement reporté de l'ordonnateur. Le résultat d'exploitation constaté au budget annexe cuisine centrale est de 86 295,47 €. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'affecter de la façon suivante 73 240,46 € au compte 1068, donc toujours pareil, affectation des résultats excédentaires au financement d'opérations d'investissement, et le solde, soit 13 055,01 € au compte 002, excédent de fonctionnement reporté à l'ordonnateur. Troisième point, le résultat d'exploitation constaté au budget annexe pôle petite enfance est de 158 929,43 €. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'affecter de la façon suivante 72 704,73 € au compte 1068 et le solde, soit 86 224,70 € au compte 002. Point numéro 4, le résultat d'exploitation constaté au budget annexe Langolvas est de 6 075,49 €. Il est proposé aux membres du conseil municipal de l'affecter comme suit. 5 220,49 € au compte 1068 et le solde, soit 853 000 € au compte 002. Le résultat d'exploitation constaté au budget annexe Auré-du-Bois est de 120 635,32 €. Il est proposé aux membres du conseil municipal de le reporter comme suit, de reprendre donc le montant total, soit 120 635,32 € au compte 002, excédent de fonctionnement. Si les résultats d'exploitation constatés au budget annexe du centre de santé est de 53 795,41 €, il est proposé aux membres du conseil de l'affecter comme suit 1 034,310,62 € au compte 001, excédent d'investissement reporté de l'ordonnateur, et 53 795,41 € au compte 002, excédent de fonctionnement reporté. Voilà l'ensemble des affectations. Merci. Merci Patrick. Y a-t-il des interventions sur l'affectation de ces résultats? Y a-t-il des abstentions? 1, 2, 3, 4. L'abstention s'oppose.
L'opposition s'abstient, pardon, excusez-moi, j'ai inversé les deux mots. Et y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Suite à l'affectation de ces résultats, naturellement, arrive la décision modificative numéro 1. Exact. La décision modificative numéro 1 du budget principal et des budgets annexes de la ville de Morlaix. Alors cette délibération vient modifier les autorisations budgétaires initiales. Les décisions modificatives répondent aux termes, règles d'équilibre et de sincérité que le budget, les mêmes que le budget primitif. En ce qui concerne la section de fonctionnement augmente de 2 458,575,36 pour atteindre 27 908 575,36, ce qui s'explique essentiellement par la reprise d'excédents de fonctionnement 2023 qu'on retrouve, qu'on a vu précédemment, qui est de 2 059 614,58. Les dépenses, chapitre 011, charges à caractère général, on a une augmentation de plus 305 594,41. En ce qui concerne le programme Rue en Seine, on a une inscription de 50 750 €. On a une inscription supplémentaire pour financer le remplacement du sautoir du stade Oregon de 29 922. Je vous rappelle que ce sautoir a été détruit et nous a été remboursé l'an passé, mais que nous avons pu faire les travaux que cette année. L'inscription de 32 400 pour l'étude du modèle juridico-économique de la production de la restauration collective. L'inscription de 110 000 € pour le financement des illuminations de Noël entre le solde de 2023 et la prestation de 2024. Les inscriptions de 19 824 nécessaires pour l'expertise du mur suite à l'effondrement de l'école Notre-Dame et de Édouard Corbière. Non, c'est toujours pas ça d'ailleurs. L'inscription de 12 000 € pour l'élagage d'arbres suite à la tempête Ciaran. L'inscription de 10 000 € supplémentaires pour le feu d'artifice de cet été et l'inscription de 17 000 pour les dépenses d'honoraires, d'annonces et d'insertion pour les périls. J'attire votre attention sur le chapitre 012, charges de personnel qui augmente de 475 000 € avec la mise en place du RIPSEP, le règlement des JIPA, le CIA, donc le complément indemnitaire annuel, la régularisation des congés longue maladie et des congés longue durée, les provisions pour les congés et les agents en arrêt ou inaptes, le recrutement non prévu au budget primitif. Voilà l'essentiel des grosses dépenses que nous avons sur la partie fonctionnement. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement augmentent de la même façon de 2 458 775,36, essentiellement grâce à la reprise de l'excédent de fonctionnement du capital capitalisé de 2 059 614,68. Nous avons un certain nombre d'atténuations de charges, le chapitre 013, qui augmente de 70 500 € avec le remboursement de l'assurance statutaire des agents placés en congé de maladie. Les produits et services du domaine de plus 203 207 € par rapport au budget primitif 2024. L'attribution de compensation qui diminue de 53 316 € au regard du transfert des équipements. Les dotations de participation qui progressent de 175 069,68 € avec notamment une augmentation de la dotation globale de fonctionnement, 85 000 € par rapport au budget primitif, de subventions diverses de la DRAC, 13 800 € et 60 000 € versés par Morlaix Communauté dans le cadre du solde de l'édition 2023 des Rues en Seine. En ce qui concerne la section d'investissement, les excédents résultats et emprunts, conformément à la délibération d'affectation des résultats, il y a lieu d'inscrire un déficit d'investissement reporté au compte 001 d'un montant de 2 376 314 € avec des restes à réaliser de 2 028 010,77. L'excédent de fonctionnement mis en réserve pour un montant de 348 303 € permet de couvrir cette charge. Le solde de cet excédent et le virement de la section d'investissement permet de financer des investissements nouveaux avec un emprunt d'équilibre 4 993 €. L'opération d'équipement, nous avons le solde de virement de fonctionnement de 1 703
480.46 qui permet d'inscrire les nouvelles dépenses, notamment l'achat d'un onduleur, les travaux pour l'exposition Art Tour Tunnel, l'acquisition d'un container de stockage pour produits dangereux, l'acquisition de matériel pour le service barrière, poste à souder, etc., l'étude de faisabilité de la liaison mécanique Ville-Haute-Ville-Basse, la participation au capital de la SAS Distribution Réseau de Chaleur, la pose du viciophone à l'école du Pont-de-Benne et 41 KR, les acquisitions pour l'espace des arts à la manufacture et l'acquisition d'un bâtiment de la MFR en liquidation judiciaire pour 80 000 €. Certaines opérations enregistrent des moins-values et des plus-values. Nous avons les travaux de maintenance en informatique et téléphonie, plus 36 500 €, les travaux sur les bâtiments de la Salamandre, plus 23 000 €, les participations diverses, remboursement des subventions du musée à Morlaix Communauté dans le cadre du transfert, études préopérationnelles de plus 577 000 €, les travaux de réhabilitation du musée réalisés sous mandat de moins 695 906 €, les travaux du clubhouse, moins 150 000 €, les travaux de réhabilitation du musée, plus 34 000 €, le passage au LED, deuxième tranche des travaux, 15 000 €, l'acquisition d'illumination de Noël, 10 000 €, les travaux de voirie, 174 000 €, la réfection du mur de soutènement de la piste d'athlétisme Oregan, moins 58 198 €, la plantation d'arbres et arbustes, 10 000 €, le solde de travaux de la rampe Saint-Nicolas, 14 000 € et l'acquisition foncière, 10 000 €, les travaux de restructuration de l'îlot du Docène, plus 52 000 €. La partie l'autofinancement augmente à 1 703 480 € pour atteindre 2 468 480 €. Le résultat en réserve permet de couvrir le déficit d'investissement reporté. Le total de la section d'investissement augmente de 2 586 914 € pour atteindre 16 246 994,78 €. Voilà l'ensemble de l'ADM. Merci Patrick. Y a-t-il des questions? Jean-Charles, allez-y. Pas une question, mais une intervention. Vous avez rappelé tout à l'heure, monsieur le maire, qu'en 2022, nous avions voté l'ADM. Au vu du contexte, eh bien, voyez-vous, cette année encore, j'ai presque envie de voter cette DM. Presque. Tout est dans le presque. Je lis en opération d'équipement. C'est comme les phrases avec les mais. Tout ce qui compte est après le mais. Voilà. Je lis dans les opérations d'équipement une étude de faisabilité pour la liaison mécanique Ville-Haute-Ville-Basse. Eh ben, c'est gentil. C'est gentil. En tout cas, je vous félicite pour enfin prendre en compte la nécessité de cette liaison mécanique. Sur le fait de réaliser une nouvelle étude, il y en a déjà à Kernéguès, donc n'hésitez pas, consultez-les, elles sont de qualité également. Merci. Permettez-moi de souligner une légère contradiction. Vous nous alertez sur les finances de la ville il y a quelques minutes pour qu'elles restent prudentielles. Et là, vous nous inviteriez presque à déterrer le funiculaire. Puis-je me permettre de vous rappeler que le coût avant l'inflation qui nous a heurté était de 8 millions d'euros. Elle serait à l'heure actuelle, en considérant avec les indices de construction 20% d'augmentation, de quasiment 10 millions sans même avoir l'égard. Donc je suis désolé de vous décevoir. J'ai bien lu votre tribune de l'opposition dans le Morlaix Magazine, mais il ne s'agit pas de remettre sur l'ouvrage le funiculaire, mais bien d'engager une réflexion qui est majeure pour les intérêts de la ville et du territoire. Depuis un peu plus de 2 ans, la ligne TER Brest-Morlaix est devenue la première ligne de Bretagne en termes de fréquentation. Elle était la deuxième derrière la Rennes-Saint-Malo. Nous avons contractualisé avec la région Bretagne une augmentation à venir de la fréquence des TER à Morlaix qui amènerait à 15 arrêts supplémentaires quotidiens. J'en remercie d'ailleurs la région Bretagne et son président Loïc Chenet-Girard, puisque cela représente une augmentation à venir majeure de la gare de Morlaix, mais également une accessibilité du territoire extrêmement renforcée. Force est de constater qu'à l'heure actuelle, le pôle d'échange multimodal est une réussite. La fréquentation augmente, la fréquentation des bus, notamment depuis leur gratuité, la fréquentation de la navette qui a été mise en place
pour un coût beaucoup plus faible que celui du funiculaire, mais que nous sommes confrontés au succès de la gare de Morlaix. Et qu'un certain nombre, dans les dernières études qui ont été faites sur la fréquentation, qu'un certain nombre, même de Landernéens, viennent de plus en plus régulièrement et font que, de manière assez systématique, les parkings sont malheureusement saturés. Il nous faut donc envisager de développer le parking puisqu'il y a encore des bâtiments à venir sur ce pôle gare. Nous les avons présentés et ils vont permettre une fréquentation rehaussée et une habitation rehaussée de l'ensemble du pôle. Pour être sûr que nous ne commettons pas d'erreur dans l'aménagement, nous devons, pour convaincre nos partenaires, de regarder toutes les possibilités de bonne liaison entre la ville et cette nouvelle poche de stationnement, notamment la poche de stationnement possible sur l'ancienne école Léon Blum. Là, on a un parking gratuit, mais qui à l'heure actuelle n'est pas suffisamment bien aménagé pour rester en l'état. Donc nous avons un travail de fond, vous le verrez au cours de ce conseil municipal. Nous avons quelques délibérations concernant l'immeuble Bizien que vous présentera M. Plouzen. Il y a eu des contacts dernièrement avec les propriétaires d'immeubles comme sur l'ancien hôtel Beauzélec également. Le pôle gare va continuer de bénéficier d'une transformation majeure. Vous l'avez vu également, nous avons une promesse de vente en cours avec un investisseur pour un établissement hôtelier également. Donc il nous faut avoir une réflexion de fond sur la bonne liaison de ces parkings, également avec le centre-ville. Peut-être j'ai du mal à le faire au futur, ce sera peut-être un nouveau circuit de navette, ce sera peut-être toute autre forme de liaison qui sera la plus performante possible, mais qui sera aussi dans une maquette économique que l'on pourra financer. Nous n'avons jamais abandonné la question de la liaison entre la ville haute et la ville basse. La navette N2 en est la meilleure preuve. La navette N2 qui, dès sa mise en place, a rencontré un véritable succès. Donc nous continuons les réflexions puisque le quartier va continuer à subir des transformations majeures. Donc vous avez raison de le souligner, vous pourriez presque voter. La politique, c'est de convaincre. Je vous invite à franchir le pas. Si vous trouvez qu'on fait du bon travail, n'hésitez pas. Mais en tout cas, oui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut accompagner cette transformation majeure à venir du quartier de la gare des bonnes décisions. Et là, on doit avoir avec cette étude un nouvel éclairage sur les décisions à venir. Et je le dis, notamment sur cette réserve de parking possible avec le parking Léon Blum. Il y a déjà des éléments qui datent aussi d'un temps où l'aménagement de la gare faisait l'objet d'une opération concertée d'aménagement qui engageait la ville, la commune voisine de Saint-Martin-des-Champs et l'agglo. Je me dois quand même rappeler que c'est la ville de Morlaix seule qui a décidé de sortir de cette opération concertée d'aménagement. Ça a été dommageable à l'avancée des travaux. Je me souviens des études Alphaville, je me souviens des études de la SAFI qui ont été faites. Nous capitalisons ce travail, effectivement, mais au vu des dernières opérations en cours, immeuble Bizien, hôtel Beauzélec, réaménagement des parkings, notamment pour convaincre nos futurs cofinanceurs, parce que les coûts vont être élevés. On a besoin d'une poche de parking, on parle de plusieurs centaines de places de parking. Le coût moyen d'une place de parking, c'est entre 7 ou 8 000 euros en surface à 15 à 20 000 euros en ouvrage. Donc on va être là confronté aussi à un réalisme financier qui devra nous faire choisir les bonnes options. Et nous continuons, évidemment, puisque nous avons cette chance, je le dis, plus 15 arrêts TER quotidiens. Aucune gare ne va bénéficier d'une telle augmentation de trafic. Nous sommes déjà extrêmement liés à la métropole de Brest, si bien que parfois j'en constate que nous en devenons presque la porte d'entrée. Nos concitoyens nous démontrent par la fréquentation de ces lignes que la réalité de vivre entre Brest et Morlaix est déjà là. Le renforcement de cet axe Morlaix-Brest est une excellente nouvelle pour les intérêts de Morlaix. Encore faut-il que les équipements dont nous avons besoin, les liaisons avec le reste du territoire, les liaisons avec le reste de la ville, soient les meilleurs choix possibles pour l'intérêt et de la ville et de l'ensemble, je n'allais pas parler de Morlaix communauté, mais de tout le pays de Morlaix. Puisque là, on assume pleinement, non pas seulement la centralité au sein de Morlaix communauté,
mais une centralité au sein du Pays de Morlaix. Voilà, en tout cas, Jean-Charles, je vous invite à ne pas hésiter. Hein. Si vous sentez qu'il faut le faire, n'hésitez pas. Oui, Georges. Donc, merci, Monsieur le maire, pour toutes les informations que vous nous avez données, qu'on n'avait pas eues préalablement. C'est une question liée à cette liaison mécanique. Il n'est pas remis à l'ordre du jour l'étude d'un éventuel ascenseur panoramique et d'un tunnel le long du viaduc. Dans la réflexion qui pourrait se faire pour désenclaver la gare. Vous vous souvenez de 2014 ? Oui. Les choix sont quelquefois tranchés par le vote de nos concitoyens. Il l'a été une fois en 2014, il l'a été une deuxième fois en 2020. Je crois qu'il y a certaines options qui ne seront pas, en tout cas, les préférentielles au vu des choix qu'ont orienté le vote de nos concitoyens. C'était juste une question, Monsieur le maire. Mais elles sont tout à fait légitimes, Georges. Y a-t-il d'autres questions ? S'il n'y en a pas, chers collègues, y a-t-il des abstentions sur cette DM ? Alors, l'opposition s'abstient. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Et nous pouvons continuer avec le rapport annuel 2023 de la DSUCS. Rapport annuel donc, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Chaque année, nous sommes dans l'obligation, d'ailleurs, de faire ce rapport. Donc, j'attire votre attention sur quelques points. D'abord sur la petite enfance. Donc, la ville de Morlaix a une dotation globale de 800 000 € avec une vigilance accrue concernant l'accompagnement des parents qui se trouvent dans une démarche d'insertion sociale et professionnelle ou dans une situation de fragilité particulière, hein, foyers monoparentaux, maladies, handicap. Pour ce qui concerne la jeunesse, les projets éducatifs locaux, le PEL, associent l'ensemble des acteurs éducatifs du territoire à la définition d'orientation commune et d'actions fédératrices destinées à contribuer à l'épanouissement des enfants et jeunes morlaisiens et à soutenir les adultes dans leur mission parentale. La ville de Morlaix apporte une contribution importante à la mise en place des actions en faveur de la jeunesse et des familles. Je ne vais pas vous lire les attributions qui y a en dessous, mais vous avez listé l'ensemble des attributions qui sont faites sur le service jeunesse. Nous avons aussi conforté le poste d'animateur de la vie sociale chargé de la coordination du projet éducatif local à hauteur de 51 592 € bruts chargés. La participation au développement de la LSH associatif La Récré, situé sur le quartier Paul-Gare, en attribuant à l'association chargée de la gestion du centre une subvention de 55 000 €, hors valorisation des locaux, fluides et personnels, estimés à 12 877 €, et destiné à cofinancer les charges de fonctionnement d'une part, et de 12 614 €, permettant de soutenir l'application de la tarification dégressive à destination des familles présentant des coefficients familiaux les plus bas d'autre part. Nous avons contribué au développement de l'association MAGE, centre de loisirs adolescents œuvrant sur l'ensemble du plateau nord-est de la ville, par l'attribution d'une aide financière de 97 850 €, hors valorisation des locaux et fluides estimés à 32 850 €. Doter le centre social Caredas d'une aide de 76 000 € hors valorisation des locaux, fluides estimés à 21 417 €, destiné à développer son projet de lien social et de mise en place de temps d'animation collective à l'intention des habitants et des comités de quartier du secteur nord-est de la ville. Et enfin, décidant de soutenir les établissements vie sociale La Courtechelle, antenne morlaisienne de l'association Tianol, place pour les actions de développement social à destination des habitants du quartier de Kernéguez, à hauteur de 13 500 €. Pour les activités périscolaires, la ville de Morlaix a fait le choix de maintenir l'activité périscolaire en octroyant au service enseignement et jeunesse 2 500 €, atelier Aline et fourniture garderie. Les subventions actions sociales, des aides financières de fonctionnement aux associations poursuivant cet objectif pour un total de 53 148 €.
Par ailleurs, la ville soutient l'action de l'Office des personnes âgées et retraitées de Morlaix, leur PAM, en lui versant une subvention de 47 500 €. Pour le scolaire, la ville apporte une aide aux familles pour la restauration scolaire et les garderies municipales en pratiquant une politique tarifaire basée sur le calcul du quotient familial. Cette procédure permet d'aider 810 familles pour 60 819 repas servis. L'effort financier pour la ville en 2023 représente pour la restauration scolaire 85 217 € et pour les garderies périscolaires 104 466 €. Pour le CCAS, une somme de 668 000 € destinée aux frais de fonctionnement et de personnel. Le CCAS ne perçoit aucune autre aide financière. Vous avez derrière un tableau que je vous invite à regarder qui est divisé en colonnes. Dans la première colonne, le montant global nous indique qu'il y a en termes d'argent dépensé 2 321 282 €. Les dépenses qui sont faites par la commune, qui représentent 69% de ce qui est dépensé, est d'1 600 000 € et les dépenses du DSU-UCS sont de 699 944 €, ce qui représente une aide de 30% environ, 30,2% exactement. Voilà pour cette délibération et cette présentation rapide. Merci Patrick. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? On continue avec la TLPE. Patrick. Fixation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure applicable en 2025. Nous proposons une augmentation de 5% sur les tarifs appliqués en 2024, en sachant qu'il faut savoir qu'il faut ramener ça aux tarifs proposés, puisque nous sommes contenus dans ce que nous pouvons faire. Les communes et EPCI de moins de 50 000 habitants peuvent aller jusqu'à 18,60 € pour le premier palier. Et nous sommes à 17,10 €, donc nous sommes largement en dessous et nous avons juste pris, en fait, comme idée d'augmenter, suivant l'inflation, à 4,8%. Voilà. Merci Patrick. Sur les tarifs, ils ont eu un avis favorable à l'unanimité. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? On continue avec les admissions en non-valeur. Les admissions en non-valeur, donc, vous connaissez par cœur. Hein, nous avons les admissions en non-valeur, c'est-à-dire celles qu'on espère encore récupérer, et les créances éteintes, celles qu'on ne récupérera plus. Donc, vous avez un petit tableau en dessous, où on est obligé de séparer, donc ce qui est du budget principal. Nous avons 14 838 € d'admission en non-valeur, et en créances éteintes, nous avons 3 111 € pour le budget principal. Admission en non-valeur pour le pôle petite enfance, 2 086,65 € et les créances éteintes de 64,50 €. Les admissions en non-valeur pour le budget de Longueol-Basse sont de 432 €. La commission des affaires générales a émis un avis favorable à l'unanimité. Je ne vois pas de demande de prise de parole. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? On continue avec dotation et reprise aux provisions 2024 pour les créances douteuses. Oui, donc nous sommes obligés de faire des dotations et d'approuver ces dotations en conseil municipal pour les reprises de provisions. Sur le budget principal, elles sont de 8 176 €. Sur le budget annexe de la cuisine centrale, de 22,92 €. Sur le budget annexe du pôle petite enfance, 123,44 € et sur le budget annexe de Longueol-Basse, 1872,80 €. Merci. Avis favorable à l'unanimité lors de la commission des affaires générales. Pas de questions. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie. Précision suite à l'adoption de la M57. Un grand moment. Je vous demande toute votre attention à ce moment-là. Bon, vous avez délibéré et voté lors du dernier conseil municipal, la M57. Il convient de compléter la présente délibération par les règles budgétaires suivantes. Donc, je vous l'ai dit, ça sera beaucoup plus court et vous allez tout comprendre. En matière de fongibilité des crédits, faculté pour l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédit entre chapitres dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections
et à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. D'accord ? Donc on peut jouer à l'intérieur des chapitres, ce qu'on n'avait pas le droit de faire aujourd'hui, mais juste dans une limite de 7,5%. En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues, vote par l'organe délibérant d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles pour chacune des sections. Voilà, merci. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Nous continuons avec un accord transactionnel. C'est la suite d'un sinistre à Queyranroux. Oui, vous vous souvenez d'avoir voté un sinistre à Queyranroux qui était donc pas couvert par une assurance puisque un défaut était donné dans la partie du tableau électrique. Nous avions donc remboursé à 2 personnes présentes dans leur caravane pour 16 000 € je crois. Là, nous avons une demande tardive due non pas aux personnes mais à l'assurance qui n'avait pas traité le sujet. Donc, on nous demande de vouloir prendre le remplacement du climatiseur et du réfrigérateur pour 7 166,80 €, d'un téléviseur Strong pour 292,10 €, d'un téléviseur Schneider pour 111,75 €, le tout pour 7 500,65 €. Merci. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Mandat spécial pour le centenaire du statut municipal. Vous nous excuserez, mais nous n'avons pas eu l'occasion de délibérer en temps et en heure avant d'accorder un mandat spécial à Madame Laetitia Billy et à Madame Christelle Breton pour nous représenter suite à l'invitation de la commune de Vurselen pour le centenaire du statut municipal de Vurselen. Nous n'allions pas convoquer un conseil municipal spécifique pour cette question. Donc, avec mes excuses, chers collègues, je vous demande de délibérer pour accorder un mandat spécial à nos 2 collègues pour leur déplacement du 14 au 16 juin 2024. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. De la même façon, nous sommes invités par la mairie de Truro, notre ville jumelle en Cornouailles, pour le 45e anniversaire du comité de jumelage. Et il vous est donc proposé d'accorder à moi-même, Monsieur Laurence, adjoint aux relations extérieures, et Madame Scatolin, en charge du tourisme et du commerce, un mandat spécial pour un déplacement du 12 au 16 septembre 2024 par la commune de Truro. Nous serons accompagnés de nos collègues de Saint-Martin-des-Champs et de Plourin-les-Morlaix. On fera du minibus pour y aller. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas. Merci. Je vais pouvoir rappeler notre premier adjoint pour l'adhésion au groupement de commande des formations hygiène et sécurité pour la délibération suivante. On nous propose l'adhésion à un groupement de commandes de formation hygiène et sécurité. Donc vous savez que c'est des formations très demandées et puis surtout que nous avons besoin, qui sont quelquefois même obligatoires. Il était dans l'idée de pouvoir faire un groupement de commandes avec Morlaix Communauté pour permettre à d'autres communes, notamment des petites communes, de pouvoir intégrer ce groupement de commandes et pouvoir du coup bénéficier des prix que nous pouvons négocier plus largement. Voilà, donc la demande est assez simple. On vous demande de voter l'achat de formations liées à la sécurité à l'organisme attributaire du marché en propre ou en partagé. Merci. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? On en arrive à la convention de mise en disposition de prestations avec l'école Notre-Dame de Ploujean et la ville de Morlaix. C'est Frédéric Laminotte qui nous présente cette délibération. De débrancher quelque part. Alors, essayez voir, chers collègues, jusqu'où va la connexion du micro. Comme ça, on trouvera le fil. Donc là, c'est bon. Jean-Charles, c'est bon? Marie, c'est bon? Patricia? Patricia, c'est pas bon. Donc, c'est le fil entre les deux. Si on peut avoir une intervention. Il faut essayer de remettre le fil et de réessayer. Jean-Charles, pouvez-vous essayer de rebrancher le vôtre? Essayez de rebrancher les fils derrière. Essayez de reconnecter les fils.
Réessayez, mesdames. Ça marche. Ça y est, c'est reparti. Et voilà, merci, super. Donc, nous avons une convention à proposer. Donc, l'école privée de Notre-Dame-de-Ploujean est un établissement scolaire privé associé au service d'éducation par contrat avec l'État qui accueille les élèves de la maternelle et de l'élémentaire. Les élèves scolarisés à Notre-Dame sont accueillis au sein des équipements publics en restauration scolaire, donc dans la salle socio-culturelle à Ploujean. Et accueille aussi les élèves de l'école publique primaire. Il convient de contractualiser les relations entre les parties dans le cadre d'une convention de mise à disposition de prestations de restauration scolaire, donc la mise à disposition de locaux et de personnel. Le conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser Monsieur le maire à signer la présente convention, qui est à la suite. Chers collègues, y a-t-il des questions sur cette convention? Georges, je voulais vous appeler Jean-Charles, excusez-moi. Non, j'avais une petite question que j'avais posée en commission il y a une quinzaine de jours. C'est qu'est-ce qu'on peut imaginer comme motif d'intérêt général pour la résiliation donc, de la convention? L'absence de convention, justement. Nous avons été alertés, notamment en vérifiant auprès du contrôle de légalité, que la délibération qui avait été prise en 2000 et quelques, qui date de 3 ou 4 mandats, était fragile juridiquement puisque nous ne pouvons pas mettre à disposition d'établissements privés, notamment du personnel. Et que dès lors, nous avons cherché quels étaient les modèles qui existaient, nous avons trouvé celui de Landerneau, qui avait eu la même problématique de nous et qui avait donc proposé, en termes de solidité juridique des relations entre une école privée et la ville de Morlaix, ce type de convention qui a été travaillé avec Notre-Dame de Ploujean pour permettre la solidité juridique des relations avec l'école et le diocèse. Voilà. Oui, Georges? Donc, effectivement, il faut sécuriser juridiquement les relations entre la ville et Notre-Dame de Ploujean. Mais pour quel motif d'intérêt général cette convention pourrait être résiliée? Je vais redire un peu la même chose que l'autre soir, mais c'est tout à fait des motifs, par exemple, si le bâtiment n'était plus aux normes. Imaginons que demain, le bâtiment, effectivement, n'ait pas été entretenu suffisamment et soit plus aux normes, ou la cuisine, ou quoi que ce soit. On serait en droit, effectivement, de mettre un terme à cette convention. Georges? Et dans ce cadre, vu que l'école Émile Cloarec est effectivement accueillie dans la même école, s'il y avait une solution de remplacement, donc pour Émile Cloarec, prioritairement en tant qu'école publique, elle pourrait s'étendre à l'école Notre-Dame de Ploujean ou pas? Je ne sais pas, simplement, s'il y avait par exemple le motif dont je vous ai parlé tout à l'heure de non-conformité, de toute façon, l'école publique serait dans le même cas. En fait, du coup, il faudrait retrouver une solution éventuellement globale pour les deux. Enfin, ça me semble logique. C'était ma question. Très bien. S'il n'y a plus de questions, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas. Merci. On continue avec la délibération sur la politique de la ville avec Catherine Tréanton. Les contrats de veille active étaient maintenus jusqu'au 31 décembre 2023. Ils étaient portés par l'État, les collectivités territoriales et l'ensemble des autres acteurs concernés, Pôle emploi, l'Agence régionale de santé, la Caisse d'allocation familiale, les bailleurs sociaux, les entreprises et les associations. En fait, l'objectif était d'articuler de façon cohérente les enjeux de la cohésion sociale, du développement économique et de renouvellement urbain à l'échelle d'un territoire. Ce contrat de veille coordonnait ainsi les politiques ordinaires qui visaient plus spécialement les publics fragilisés habitant dans les quartiers. La commune de Morlaix, commune du Finistère ayant le plus important taux de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, est pourtant exclue du dispositif. La concentration urbaine d'habitants vivant avec moins de 60% du revenu médian de la ville est passée en dessous des 1000 personnes. Bien que l'État ait mis fin au contrat de veille active pour les quartiers morlaisiens et au vu des indicateurs sanitaires et sociaux défavorables sur la commune, les partenaires proposent de maintenir leur soutien en direction des associations
et des acteurs sociaux qui portent des actions dans ces quartiers. Les différents acteurs s'engagent pour le conseil départemental à maintenir un engagement de 13 500 €, la caisse d'allocation familiale 15 000 €, Morlaix Communauté 88 000 €, la commune de Morlaix 10 000 €. Donc il y a eu un comité de pilotage le 15 mai et nous avons donc décidé pour la ville de Morlaix de répartir les 10 000 € entre l'émergence Don Bosco, aide aux victimes d'infractions pénales et lutte contre les violences intrafamiliales, Morlaix 200 €, Morlaix Animation Jeunesse 2 000 €, Morlaix Animation Jeunesse sur un autre projet, sur le VS Paul Gare, 200 €, la courte échelle 1 000 €, le CIDF sur l'aspect accès aux droits 1 000 €, le CIDF sur la prévention des violences et l'accompagnement des victimes de violences 1 000 €, la MJC pour l'animation de la vie sociale 2 600 €, le centre social Carédas pour la médiation culturelle dans les quartiers 2 000 €. Donc la commission des affaires générales et financières a émis un avis favorable à l'unanimité. Donc je vous invite à voter. Bien, je me suis déjà exprimé lundi puisque nous avons délibéré également en conseil de communauté. Un certain nombre d'entre vous étaient présents. Nous partageons avec le conseil départemental, avec la caisse d'allocation familiale, avec Morlaix Communauté, la nécessité de maintenir le dispositif de politique de la ville. Il n'y a qu'un acteur que nous n'arrivons pas à convaincre de continuer à nous accompagner, c'est l'État. J'en suis extrêmement chafouin, puisque malgré diverses mobilisations, bon là, je pense qu'on est en stand-by pour l'instant. On va attendre le verdict des urnes, mais nous sommes dans une situation qui, comparativement à d'autres villes qui bénéficient de l'entièreté des moyens de la politique de la ville, dans une situation plus difficile, socialement parlant, mais que nous avons toujours historiquement, et là je joins à notre municipalité, l'ensemble des municipalités depuis l'après-guerre de la ville de Morlaix, nous avons toujours joué la carte de la mixité sociale au sein de la ville, et que nous payons, pour le coup en espèces sonnantes et trébuchantes, notre volonté de défendre la mixité sociale dans toute la ville, et que je trouve cela extrêmement regrettable. Mais en l'occurrence, je suis pour l'instant plutôt satisfait de partager avec le conseil départemental, la caisse d'allocation familiale et Morlaix Communauté la nécessité de continuer notre effort. Malheureusement, la situation s'est aggravée pour nos concitoyens en proie à la précarité. L'inflation frappe plus durement les personnes qui sont déjà en dessous du seuil de pauvreté. Et derrière le retrait financier de l'État, c'est aussi un certain nombre de dispositifs qui ne sont plus accessibles à nos associations. Je pense au dispositif Ville, Vie, Famille qui permettait à la MAGE, Ville, Vie, Vacances, qui permettait à la MAGE d'envoyer des jeunes morlaisiennes et des jeunes morlaisiens en séjour de vacances. Je pense au poste d'adulte relais. Nous sommes en train de chercher les voies et moyens d'obtenir une dérogation pour la personne chargée de l'accueil à Carédas. Bon, je trouve cela extrêmement dommageable dans le contexte que nous traversons de ne pas réussir à convaincre l'État, sachant qu'en plus un certain nombre d'autres associations, puisque nous avons la personne de David Guillaumard, le président de la mission locale, qui siège au sein de notre conseil municipal. Nous en sommes le principal intéressé, puisque la ville de Morlaix a la population jeune la plus élevée de l'ensemble du territoire, où le retrait d'un certain nombre de financements va encore fragiliser des dispositifs d'accompagnement qui s'avèrent être à l'heure actuelle une nécessité. Donc, on continue notre effort et là, pour le coup, j'envoie un message de satisfaction de voir le conseil départemental, la caisse d'allocation familiale et Morlaix Communauté continuer à nous soutenir dans ces actions. Georges ? Tout comme lors du précédent mandat, vous aviez été à nos côtés pour dénoncer les nouveaux critères retenus par l'État. Il est évident que sur cette délibération-là, on votera avec vous et c'est la raison pour laquelle nous sommes à vos côtés lors du rassemblement il y a près d'un mois, place des Otages. Nous étions
Donc Alain Danielou, Jean-Charles Pulquin et moi-même, parce qu'on trouve que c'est quelque chose de très important dans une ville très fragile sociologiquement. Je vous en remercie d'ailleurs. Je vous en remercie. Nous partageons le constat. La commune a cela et les élus municipaux ont cela de très pragmatique qu'ils vivent avec l'ensemble de leurs concitoyens, à qui, je crois que c'est une expression de Jacques Chirac, mais je ne s'en suis pas sûr, donc je ne lui prêterai pas, mais que nous sommes à hauteur de baffe de nos concitoyens. Alors nous ne sommes pas toujours à hauteur de baffe, mais nous sommes en capacité d'observer ce qu'il se passe très clairement dans notre ville. Et justement, cette politique de municipalité, vous l'aurez bien entendu, j'ai associé à cette volonté de mixité sur la ville l'ensemble des municipalités qui se sont succédées depuis l'après-guerre, puisque c'est une réalité. On vit tous à côté de logements sociaux à Morlaix. Et on n'en vit pas plus mal, il faut le dire. On en vit certainement même mieux de revendiquer cette mixité sociale comme un fondement de la structure urbaine de la ville. La dernière fois, je me souviens, je m'étais associé aux délibérations qui étaient proposées par votre équipe, alors en situation majoritaire. Nous avions eu le contrat de veille. Là, on nous dit 0. Et à un moment, j'ai peur que cette année, on maintienne les subventions des partenaires. J'ai peur qu'ils embrayent dans la foulée de l'État. Alors, j'ai entendu dans la presse que 100 000 €, ce n'était pas si grave. J'ai même lu sur les réseaux sociaux qu'il ne fallait pas s'associer à des pique-niques victimaires. Je n'ose dire de qui sont ces propos. Chacun se reconnaîtra. Je vous propose d'aller vous-même faire les recherches. Elles sont maintenant rapides sur les réseaux sociaux. Par contre, nos concitoyens ont besoin de ces dispositifs. C'est ça qui me met un peu en colère, de façon toute mesurée. Nous n'avons pas besoin, je le dis entre parenthèses, nous devons, et souvent les élus municipaux, mais en tout cas au sein de ce conseil en sont un bel exemple, nous n'avons pas besoin de brutaliser la scène politique pour avancer et échanger et même parfois être en désaccord. Nous avons besoin de ces dispositifs parce que derrière, ce sont des concitoyens en fragilité qui peuvent basculer. La présidente de Don Bosco, dans le travail que nous avons mené avec les différents partenaires de la politique de la ville, a eu ces paroles très justes. Il ne reste toujours que 2 lumières allumées 24 heures sur 24 sur la ville de Morlaix. C'est le commissariat ou l'hôpital. On prend systématiquement le risque, en tendant la situation sociale de la ville, que cela ait pour conséquence des pathologies qui s'aggravent et pour conséquence des situations sociales qui se tendent. Et pour le coup, quand on a la possibilité d'investir pour éviter un certain nombre de ces difficultés, il faut le faire. Je vous remercie. J'ai été à votre place pendant tout un mandat. Je me souviens effectivement, je m'étais pleinement associé à cette demande de la ville de conserver des moyens de la politique de la ville. La demande que nous faisions au préfet, c'était de considérer les efforts de mixité sociale de la ville pour intégrer pleinement le dispositif de politique de la ville. On paye un carroyage des iris. Je regarde Marie, je me souviens, on avait découvert cette notion-là en 2014-2015, quand on avait plus eu que le contrat de veille active. L'essence même du droit français, c'est la lettre et son esprit. Alors certes, on est dans la lettre des dispositifs, on nous explique clairement qu'on n'est pas dans le carroyage des iris. L'esprit de la solidarité à l'échelon national comme aux différents échelons des collectivités, c'est de considérer la difficulté réelle de nos concitoyens. Et là, malheureusement, on passe à côté du sujet. Y a-t-il d'autres interventions, chers collègues? Donc là, on est sur les subventions 2024. Mais effectivement, je vous remercie de votre présence pour tous ceux qui ont pu venir lors du pique-nique organisé avec les associations. Et nous continuerons en tout cas après le 7 juillet, peut-être à des mouvements à la tête du gouvernement, à défendre la position qui visiblement est celle unanime du conseil municipal de Morlaix. Chers collègues, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas. Merci. On continue avec les subventions aux associations qui nous accompagnent dans les conseils de territoire. Laetitia. Oui, effectivement. Donc, les conseils de territoire, en fait, mis en place par la municipalité, ont abouti, comme vous avez pu le voir, en novembre dernier, à 4 projets.
dont 2 qui seront inaugurés, et je vous invite bien volontiers le 2 juillet prochain pour le projet du flanc ouest au parc Jean Moulin, et le jeudi 4 juillet à Ploujean, le projet des abords de la salle socio-culturelle. Donc nous avons été accompagnés par 4 établissements, le centre social Caridas, le centre social de la Passerelle, le VS de la Courte Échelle et l'association Morlaix Animation Jeunesse. Et il est proposé en fait d'attribuer à chaque structure une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 000 €. Donc c'est en 2 délibérations, puisque la Passerelle étant une structure communale pilotée par le CCS, ce sera sur la subvention suivante. Bien. Y a-t-il des questions, chers collègues, donc pour ces 3 premières subventions, Caridas, Courte Échelle et Mage? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas, et on a bien compris que la prochaine, ce serait donc pour le CCAS. La passerelle. La passerelle pour le CCAS. Donc s'il n'y a pas sur cette nouvelle délibération de questions, donc pour approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de 2 000 € au CCAS, pour le centre social La Passerelle, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas. On retrouve Frédéric Laminotte pour les tarifs de restauration. Là, c'est une suite un peu du dernier conseil municipal, en fait, où on avait adopté le changement pour les tarifs CAF. Donc, le tarif des restaurations. Donc, comme chaque année, il convient de fixer les tarifs appliqués pour l'année scolaire à venir pour les services scolaires et périscolaires. Par délibération du 24-03 du 11 avril 2024, la ville a acté une facturation de ces services selon le quotient familial calculé par la Caisse d'allocation familiale. Afin de favoriser une tarification calculée au regard des revenus des familles, la commune propose à partir de la rentrée prochaine un tarif modulé et calculé par l'application d'un taux d'effort sur le quotient familial. Ce calcul plus clair pour les familles est déjà appliqué au sein des crèches communales, harmonisant ainsi la facturation des services communaux aux familles. Cette tarification s'appliquera à la restauration scolaire et à la restauration de la LSH, ferme des enfants, les mercredis et vacances scolaires. Par conséquent, il est proposé aux membres du conseil municipal les tarifs pour la restauration scolaire qui sont dans le tableau suivant. Pour tous ceux qui ont connu ce moment, il n'y aura plus de dossier spécifique à remplir à la rentrée, puisque pour bénéficier, on avait un dossier spécifique ville. Maintenant, il suffira de donner son accord pour que le pontage se fasse avec le quotient CAF pour être automatiquement dans les tarifs des différents quotients adoptés et calculés et régulièrement mis à jour par la CAF. J'allais dire que mes enfants sont trop grands pour connaître cette avancée, mais il s'agit quand même d'une vraie simplification pour l'ensemble de nos concitoyens. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? On continue dans la même logique sur les tarifs de garderie périscolaire. Là, il y a eu, disons que le service affaires scolaires travaillait sur les tableaux et ils se sont aperçus que la ville, on était un peu plus cher au niveau de la garderie, des garderies périscolaires sur les villes de même strate, en fait. Donc, il est proposé un petit peu de revenir sur le quotient familial, mais avec une petite baisse des tarifs, sur les temps périscolaires de garderie, et qui seront au niveau des villes de même strate que les nôtres, dans la moyenne. Ouais. Donc effectivement, dans le travail, et je remercie les services, le service scolaire de la ville de Morlaix, puisqu'effectivement, en regardant ce que nous avons fait systématiquement pour les tarifs cantines, où là on est un peu en dessous, on s'est rendu compte qu'on était quelquefois un peu au-dessus, même très au-dessus, en dépassant la tranche 18h30, 19h15, des tarifs des villes de la même strate nous environnant. Donc c'est là la proposition qui vous est faite de revenir également dans la moyenne des coûts de garderie périscolaire des villes semblables à Morlaix. Je pense à Landerneau, Concarneau, Quimper, qu'on est allé regarder. S'il n'y a pas de questions, chers collègues, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas. Toujours Frédéric avec l'animation des temps méridiens. Ça, c'est une nouveauté. Donc, on s'était aperçu que sur les temps méridiens, les enfants s'ennuyaient un petit peu après la cantine.
Donc c'est vrai que depuis quelque temps, il y avait un petit peu des débordements suite à l'ennui. Bon, c'est l'école, voilà. Donc nous avons décidé de mettre en place des temps méridiens. Avec, au départ, nous avons réuni toutes les associations, nous avons envoyé un courrier à toutes les associations morlaisiennes. Il y en a 50 qui ont répondu présentes, donc à une réunion de présentation. Il y en a 14 qui ont proposé qui ont répondu plutôt au questionnaire, donc savoir si c'était bénévolement tarifé. Et nous avons choisi une petite dizaine en fait compte, donc cette semaine et la semaine prochaine. Donc nous essayons les associations sur les temps méridiens. Donc pour la délib, donc l'animation et l'encadrement des enfants sur le temps méridien est sous la responsabilité de la commune. Le temps méridien correspond à des temps d'animation éducatifs organisés sur la pause de midi en dehors du temps du repas. Dans le cadre de sa politique enfant-jeunesse, la commune de Morlaix souhaite développer et mettre en œuvre des activités en direction des enfants scolarisés en classe élémentaire et maternelle dans les écoles publiques morlaisiennes. L'objectif de ces interventions est de permettre aux enfants de découvrir et de pratiquer de nouvelles activités sportives, artistiques ou culturelles dans le cadre de partenariats avec des associations locales. Je voudrais juste rajouter que donc, ce serait pour mettre en place, donc là cette semaine, la semaine prochaine, nous faisons des essais et on envisage de mettre ça en place dès la rentrée prochaine, donc à peu près 2 fois par semaine, voilà, dans chaque école morlaisienne, publique. Tout à fait. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, chers collègues, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. On continue avec les tarifs ALSH et c'est Catherine Fréanton qui nous les présente. Donc nous sommes dans la même veine que ce que vous a présenté mon camarade Frédéric. Nous arrivons aussi à la ferme des enfants au tarif avec le quotient FCAF. Donc, une petite différence. On a décidé à la ferme, pour pouvoir mieux inclure les enfants en grande difficulté, de permettre à certains de n'être là qu'à la demi-journée, contrairement à avant. Donc, il y a le tarif du repas qui est variable parce que soit il reste manger, soit il part avant manger, soit il... Voilà, c'est vraiment pour acquérir de la souplesse pour l'inclusion de ces enfants en difficulté. Donc voilà, on est vraiment sur les mêmes quotients. Petite modification aussi, c'est pour les familles dont l'enfant est en garde alternée, ce sera le coefficient CAF qui sera attribué le plus bas de celui de Morlaix, parce que les enfants sont morlaisiens. S'il y a un parent qui habite en dehors de Morlaix, voilà. C'est vraiment l'enfant le centre de notre travail. Merci Catherine. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Nous continuons toujours avec Catherine avec l'actualisation du règlement. Bon, régulièrement, il faut donner un gros dépoussiérage au règlement intérieur, hein, parce que les enfants changent, l'époque change. Donc, vous êtes sollicité pour quelques petites modifications, notamment du nom, puisque l'accueil des loisirs sans hébergement, il accueille les enfants de 3 à 5 ans révolus. Et la dénomination de la protection maternelle et infantile est 3-6 ans. Donc voilà, on applique cette demande. La limite d'âge. Donc la plupart du temps, les enfants, il y avait le couperet des 6 ans, où les enfants quittaient la ferme pour éventuellement aller à la récré. Nous avons décidé que le départ des enfants vers l'accueil de loisirs 6-11 ans pourrait se faire au choix de la famille, à la date anniversaire de l'enfant ou au plus tard le 1er septembre suivant son anniversaire, sachant que c'est à ce moment-là qu'en général qu'il rentre en CP. Donc aussi nous avons mis une petite exigence supplémentaire, nous avons diminué le début de l'accueil, des temps d'accueil, ça va être moins étalé parce que vraiment ça nous semble important qu'on puisse optimiser l'organisation des temps d'activité. Avant, certains arrivaient à 11h30, mais bon, pour s'insérer dans un groupe où le travail est... Parce que c'est du travail pédagogique qui est fait, et commencer, c'est toujours gênant. Nous avons également modifié les modalités de demande de réservation.
Chaque famille donc enregistre ses demandes via son espace citoyen disponible sur le site internet de la ville dans la limite des places disponibles. Les fiches de réservation papier sont supprimées. Et par contre, les familles qui n'ont pas accès au numérique seront accompagnées dans leur démarche. Également, pour la période de dépôt des demandes, nous avons, comme elle se fait par informatique, ça va faciliter le travail, donc elles pourront se faire du 1er au 15 au lieu du 1er au 10 auparavant. Donc, comme je vous le disais, hein, le tarif est calculé sur le quotient familial et à partir de la rentrée, le paiement des factures sera possible en ligne via l'espace citoyen. Merci Catherine pour ces données d'actualisation. Je ne vois pas de demande de prise de parole. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Merci. On revient au quartier gare, hein, et notamment sur un immeuble que j'avais abordé précédemment dans mon propos, et la convention avec l'EPF pour nous permettre de mener les négociations nécessaires. Jérôme. Tout à fait, monsieur le maire. Donc vous aurez à suivre en fait 2 délibérations qui, vous verrez, se concordent l'une l'autre. Donc là, nous sommes bien dans le cadre de la restructuration du quartier gare où nous allons être accompagnés par l'établissement public foncier. Dans la dynamique du programme Action Cœur de Ville et à la suite d'une convention d'études et de veille qui a été signée avec l'EPF Bretagne en fin 2022, les projets de renouvellement urbain du quartier de la gare ont été affinés et une étude préopérationnelle pour identifier des gisements fonciers mutables et des opportunités de programmation a été faite. Dans ce contexte, le bien donc situé aux 2 rue Armand Rousseau a été identifié comme stratégique. Ce bien, c'est donc, pour ceux qui connaissent, l'hôtel Bizien. Donc, un incendie s'était déclaré en février 2020 et avait détruit une majeure partie du bâtiment. Des arrêtés de péril par la suite ont été pris, avec des mesures conservatoires ont été également prescrites. Suite à l'inertie du propriétaire, donc la ville a établi un procès-verbal provisoire d'état d'abandon manifeste en date du 23 avril 2023. Aucun travaux n'ont été réalisés jusque-là dans les délais réglementaires de 3 mois. Dès lors, un procès-verbal définitif constatant l'état d'abandon manifeste du bien a été établi le 26 avril de cette année. La ville envisage donc de poursuivre la procédure d'abandon manifeste et une étude capacitaire réalisée par le bureau Univers identifie un potentiel d'une 20aine de logements sur la parcelle. Et la ville donc souhaite faire appel à l'EPF Bretagne afin que ce dernier poursuive la procédure de parcelle en état d'abandon manifeste, amorcée déjà par la ville, et acquiert le bien pour le compte de la collectivité. Le projet donc nécessite l'acquisition de l'emprise foncière du 2 Armand Rousseau. Le coût de cette acquisition, la nécessité de sa mise en réserve pour que le projet aboutisse et le travail de négociation, de suivi administratif et du contentieux éventuel qui pourrait être devenu, la ville a sollicité justement pour cela l'accompagnement de l'établissement public foncier de Bretagne. Donc il est proposé au conseil municipal de formaliser la demande d'intervention de notre collectivité auprès de l'EPF et d'approuver la convention opérationnelle proposée par cet établissement. Voilà, vous l'avez ensuite dans les documents qui vous sont fournis, la convention. Merci Jérôme. Oui, effectivement, l'appui de l'EPF, notamment pour mener de manière réglementaire l'ensemble des procédures, mais il est temps de traiter cet immeuble. Nous n'avons même presque que trop attendu, puisque dans le rehaussement constaté du quartier, nous ne pouvons plus avoir cet immeuble dont les propriétaires n'assurent pas l'entretien courant. Y a-t-il des questions sur ce dispositif? S'il n'y en a pas sur cette convention pour l'EPF, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Donc, suite à un certain nombre de périls, la délibération suivante traite de la déclaration d'abandon manifeste de cet immeuble. Jérôme. Tout à fait. Donc, squat, incendie, risque, danger, c'est la parfaite suite logique et opérationnelle de la délibération précédente. Donc je vous rappelle que le quartier de la gare faisant l'objet d'un projet de renouvellement urbain et ayant vocation à créer de toutes nouvelles offres de logement, commerce ou espace public, tout cela s'inscrit dans le programme ACV. La réhabilitation du site du 2 rue Armand Rousseau est envisagée pour la création de logements. Ainsi, l'EPF, avec l'EPF sur ce site. Pour les besoins des suites de la procédure menée par la ville, un dossier présentant le dossier d'acquisition publique simplifié et une évaluation sommaire de son coût,
ainsi qu'un registre destiné à recueillir les observations du public seront mises à disposition du public pendant une durée d'1 mois, du 1er au 31 octobre 2024. Ce sont des durées légales, à l'hôtel de ville de Morlaix ainsi que sur le site de la ville de Morlaix. Vous avez les différents articles de cette délibération. Déclarer cet immeuble en état d'abandon manifeste. Malheureusement, nous le constatons chaque jour et depuis des années. D'acter que ce bien peut être de nouveau réutilisé pour un projet de logement et dès lors d'autoriser l'EPF que nous venons de demander pour procéder aux différentes modalités d'acquisition allant jusqu'à l'expropriation. On verra dans la délibération suivante qu'à chaque moment, même quand nous délibérons pour une expropriation, la possibilité d'une vente à l'amiable avec le propriétaire reste ouverte. Mais en tout cas, il faut assumer que nous, représentants de la puissance publique, nous ne pouvons plus laisser cet immeuble en cet état. Y a-t-il des interventions, chers collègues? S'il n'y en a pas, y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il n'y en a pas. Venez aux archers, nous avions délibéré sur une expropriation possible et cela a visiblement fluidifié les relations avec les propriétaires. Tout à fait, monsieur le maire. Comme je vous l'avais stipulé lors du conseil municipal précédent, la procédure d'expropriation peut s'arrêter à tout moment si c'est le choix en fait des propriétaires. La ville de Morlaix a proposé aux propriétaires de l'immeuble d'acquérir ce bien au prix de 39 600 €, qui correspondait à l'évaluation réalisée en 2022 par le pôle domanial. Suite au refus des propriétaires, comme on l'avait vu lors d'une délibération précédente, à l'issue des négociations amiables, la ville s'était engagée vers une procédure d'expropriation par délibération du conseil municipal dernier du 11 avril 2024. Les propriétaires de l'immeuble ont finalement accepté par courrier en date du 30 avril 2024 la proposition d'achat de la ville et les membres du conseil sont sollicités pour nous donner leur accord sur l'acquisition du bien 3 Venelle aux Archers. Merci. Et c'est une bonne nouvelle, notamment dans le cadre de la restructuration de l'îlot du Dossen. Y a-t-il des questions, chers collègues, sur le sujet? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie. On continue avec des rétrocessions. Une rétrocession, Jérôme. Oui, là, on quitte l'îlot du Dossen pour partir vers Ploujean et notamment les abords de la salle socioculturelle. Donc il s'agit là de sécuriser et de faciliter par l'acquisition d'emprises foncières des accès à un futur lotissement. La remise en état des réseaux humides en vue de la rétrocession au service public de l'eau en Dour sera prise en charge par la ville ultérieurement, ainsi que les frais notariaux. Et une fois les voiries rétrocédées, elles pourront faire l'objet d'un classement dans le domaine public communal par délibération du conseil municipal. C'est toujours pour continuer à avancer sur le projet du lotissement de Parc Amont. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie. On revient rue de Trouloustin, Jérôme. Oui, alors c'est une délibération classique de rétrocession pour que des voiries rentrent dans le domaine public. Lors d'un acte notarié en date du 18 avril 2024, la ville avait acquis à la société SHLM Aiguillon Construction des parcelles cadastrées à Trouloustin. Ces parcelles peuvent désormais être intégrées au domaine public de la commune. Donc le conseil municipal est sollicité pour donner leur accord sur le classement dans les domaines publics des parcelles et l'incorporation du terrain susvisé au domaine public communal. Chers collègues, y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Nous en arrivons, Jérôme, au bilan des acquisitions et cessions immobilières. Tout à fait, monsieur le maire. Donc, comme chaque année, il faut faire des bilans. Et on ne déborde pas. Donc, conformément aux réglementations en vigueur, vous avez le bilan des acquisitions, notamment 3 acquisitions de terrain, une acquisition d'un immeuble par voie de préemption, une acquisition d'immeubles classiques, une cession d'immeubles, une cession de terrain et 4 CDRI qui sont des constitutions de droits réels immobiliers. Voilà, qui vous sont détaillés sur la délibération. Collègues, avez-vous des questions? S'il n'y en a pas, avez-vous des abstentions ou des oppositions? On continue toujours, Jérôme, avec le FIH. Le fonds d'intervention pour l'habitat, avec la mise en œuvre du PSMV et la politique patrimoniale de la ville, des fonds d'intervention pour l'habitat et pour la préservation et la mise en œuvre des façades
sont donc donnés par la ville. Cette fois-ci, il y a 4 FIH, donc un pour la 12 rue de Calac, 12 place des Jacobins, 63 rue Longue et 20 Grand Rue, pour un montant total de subventions allouées de 4 984,26 € sur la base de 24 921,26 € de travaux subventionnés. Merci. Là aussi, la liste est faite sur l'arrière de la délibération. Pardon. Merci Jérôme. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? On ouvre le chapitre culture avec une série de renouvellements de conventions. André. Je ne peux pas vous assurer que j'irai aussi vite que Jérôme. Donc, c'est un renouvellement de convention pour l'association des moyens du bord pour uniquement pour l'année 2024. Donc, vous connaissez tous l'association des moyens du bord qui est soutenue par la ville de Morlaix depuis 2001, année de signature de la première convention de partenariat. Le projet culturel et artistique s'est confirmé au fil des années, aboutissant à un panel d'actions concourant à rapprocher l'art contemporain des habitants du territoire. Donc, il a été décidé de faire pour la première fois une convention tripartite. Donc, c'est une première avec les moyens du bord, donc qui regroupe la ville de Morlaix ainsi que Morlaix Communauté uniquement pour l'année 2025, puisque nous avons actuellement des échanges avec la région Bretagne, le département du Finistère et donc nos deux instances les plus proches pour prévoir une nouvelle convention avec les moyens du bord. La commission, au moment des affaires générales et financières, avait mis un avis favorable à l'unanimité. Donc, s'il y en a ils sont à la recherche actuellement de leur directeur ou de leur directrice générale et artistique, parce que Félicie Louf, qui faisait le remplacement, avait un autre projet. Elle a fait un travail de très grande qualité, mais elle s'en va. Donc, vous pouvez en parler autour de vous. Les gens peuvent postuler jusqu'au 12 juillet. Merci d'aider au recrutement du directeur ou de la directrice future des moyens du bord. Y a-t-il des questions sur ce renouvellement? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? On continue avec la salamandre pour 2024-27. Là aussi, on est sur une première aussi, puisqu'on va aborder une convention tripartite. La Salamandre a eu son assemblée générale il y a 3 jours, donc avec un très très beau démarrage, puisqu'ils avaient un prévisionnel de 76 000 places et ils en ont dépassé les 72 000, non, de 56 000 et ils ont dépassé les 72 000. Donc on voit bien la différence avec maintenant positionné à la manufacture, ils bénéficient de la venue des touristes. Et avec l'été qu'on avait eu l'année dernière, Oppenheimer, il y avait quoi, Anatomie d'une chute et les algues vertes, ils ont fait des très grands scores. Ils ne peuvent pas assurer les mêmes. On continue la convention dans les mêmes termes que les autres années, avec les mêmes aides que les autres années des deux côtés, puisque l'association réussit à vivre tout à fait correctement et à faire rayonner le cinéma sur tout le territoire. Lors de la commission des affaires générales et financières, un avis favorable à l'unanimité avait été émis. Merci. Y a-t-il des interventions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Nous continuons avec Wart. L'association La Wart, tout le monde la connaît, elle a un projet culturel et artistique autour des musiques actuelles. On propose... Camille et Thomas, si tu veux bien sortir. On reprend depuis le début. Alors, si toute autre personne est intéressée à la gestion de l'une ou l'autre des associations, veuillez m'excuser. Sortez avant que nous ayons pu commencer à présenter la délibération. Je m'en excuserai auprès de Camille. Voilà. Donc... tout le monde connaît l'association Wart. On sait que Panorama n'aura pas lieu cette année, mais l'année prochaine. Donc, on vous propose de signer aujourd'hui une convention de transition. Il y a des échanges actuellement entre la région Bretagne, le département du Finistère, Morlaix Communauté et la ville de Morlaix pour un renouvellement d'une convention multipartenariale pour la période 2025-2028. Et donc, on vous propose de contractualiser
contractualiser avec l'association une année de transition et de conclure ainsi par une convention bipartite pour l'année 2024. Les termes sont très semblables à celles des autres années et la Commission des affaires générales et financières a donné un avis favorable le 18 juin dernier. Merci. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? On peut faire revenir Camille, s'il veut bien. Alors peut-être nous entend-il, ou sinon, si quelqu'un veut... Le voilà. Et on continue avec la convention de partenariat entre la ville et Morlaix Communauté pour les rues en Seine. Voilà. Après 3 ans d'interruption, la ville de Morlaix a replacé les arts de rue au cœur de la cité à travers une programmation estivale. En 2022, il y avait eu 4 rendez-vous l'été. En 2023, exactement la même chose. Donc, on vous demande de... je suis un peu fatigué. On vous demande d'admettre une... Les mots viennent parce que si je pose la question, il y en a d'autres qui sont particulièrement mobilisés dans tous les rangs de cette assemblée. Ça sera la seule parenthèse de la soirée. Voilà. Donc, on vous propose de signer une convention de partenariat entre la ville de Morlaix, Morlaix Communauté pour l'organisation des rues en Seine 2024. C'est dans le même modèle que les 2 dernières années. Et une subvention de 40 000 € à la ville de Morlaix. Oui, pour donner du lustre à ces manifestations. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? On continue. Malheureusement, on le verra. La nouvelle des avec délibérations le retrait. Concerne le retrait des représentants de la ville de Morlaix au conseil d'administration de l'association du Piacio. On est un petit peu dans les mêmes, c'est le même retrait qui avait été calculé, qu'il y avait été vu pour le théâtre du Pays de Morlaix. Donc allez, je reprends. Je vais respirer, ouais. Considérant les conventions d'objectifs et la mise à disposition des locaux, on va pas... oui, tant pis. Entre la ville de Morlaix et l'association Le Patio, école intercommunale d'enseignement artistique du Pays de Morlaix, on prévoit une rencontre bilatérale annuelle portant sur les conditions de réalisation des projets et des actions auxquelles la collectivité a apporté son concours, tant sur le plan qualitatif que quantitatif et financier. Il est convenu, en accord avec les membres du bureau de l'association, que les élus représentant la ville de Morlaix, siégeant en tant que membres de droit, se retirent du conseil d'administration de l'association du Patio. Tout à fait. Il en va de leur sécurité juridique, de notre sécurité juridique, mais également de leur capacité de pouvoir s'exprimer sur l'association. Et ces rencontres pourront permettre effectivement toujours de suivre la vie des associations. C'est important pour les élus que nous sommes, mais continuer à pouvoir en parler et délibérer sur le sujet au sein du conseil municipal. Voilà les conséquences de l'évolution législative ces dernières années. Y a-t-il des questions sur cette délibération, Georges? Les Morlaix Communauté et Saint-Martin-des-Champs étant également au sein, ils prennent la même délibération ou... Morlaix Communauté, oui. Oui, Saint-Martin, il y en a eu encore toute une série, notamment le Patio lundi dernier. Saint-Martin, je n'ai pas vérifié, mais très certainement dans le même mouvement, qui sincèrement est regrettable, hein, puisqu'on fait peser sur les élus un a priori possible de prise illégale d'intérêt. Et je trouve cela extrêmement dommageable que l'on condamne les conflits d'intérêts, les prises d'intérêt, c'est encore pire, mais que l'on condamne les conflits d'intérêts alors même que la démonstration ni la preuve n'en a été apportée, je trouve que c'est infliger aux élus que nous sommes une présomption de culpabilité qui est tout à fait insupportable. C'est le droit. Et quand on est un élu républicain, on respecte le droit. Mais je trouve tout à fait regrettable, et d'ailleurs, le président de l'AMF 29 a été condamné. Un collègue élu de Plougarneau, alors même qu'il avait délibéré sur un PLUIH, où des terrains constructibles dont il était le propriétaire devenaient inconstructibles. Donc une perte sèche de valeur de son patrimoine ont été condamnés. Donc je crois que le message est clair, il est
dommageable. Je pense qu'il faudra revenir sur le caractère légal qui entoure l'intervention des élus dans les associations. Qu'on condamne les élus qui fautent, nous sommes des citoyens, des citoyennes comme les autres. Aucun problème. Peut-être même plus gravement quand on accepte de représenter ses concitoyens. Mais faire peser sur les élus que nous sommes une présomption a priori de conflit d'intérêts, je trouve que pour le coup c'est excessif. Mais c'est la loi, dura lex sed lex, nous devons nous y conformer et dès lors de nous retirer des conseils d'administration des associations. C'est le cas pour Morlaix Communauté, je n'ai pas l'information pour Saint-Martin-des-Champs, mais je pense qu'ils suivront le même mouvement. S'il n'y a pas d'autres interventions, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Nous continuons avec l'aide aux familles pour le patio, André. Oui, jusqu'à l'année scolaire 2023-2024, le calcul des aides aux familles adhérentes au patio s'appuyait sur la base de 7 tranches auxquelles était affecté un pourcentage de participation de la collectivité. Ce pourcentage s'appliquait comme le tableau suivant. Les familles bénéficiaient également d'une dégressivité au moment de l'inscription du 2e enfant, 3e enfant, 4e et plus loin. Considérant la décision du conseil municipal de prendre pour base le coefficient attribué par la caisse d'allocation familiale pour le calcul du prix de la cantine, de la garderie et des centres de loisirs, il est proposé d'introduire ce même coefficient pour le calcul du montant des aides aux familles adhérentes au patio pour la rentrée 2024-2025. Nous avons gardé cette possibilité de faire des tarifs en 7 tranches. Vous trouverez les tarifs donnés. Donc on va pour les familles au plus faible revenu ne paieront que 15% du prix du cours jusqu'à, voilà, on a fait une modulation sur cette chose-là. Et ça permettra aussi aux patios de répondre plus facilement aux familles puisque ce coefficient CAF est fiable, réactualisé régulièrement. Donc les familles pourront savoir ce qu'il en est. Voilà, chers collègues, s'il n'y a pas d'intervention. Oui, Jean-Charles? Oui, j'avais posé une question sur la dégressivité en commission finances, de savoir si ça s'appliquait uniquement dans le cas des enfants ou également dans le cas d'une inscription par enfant. Nous avons vérifié. Laissez-moi organiser la parole, Jean-Charles n'a pas fini. Jean-Charles. Merci. Donc, l'option retenue, m'a-t-on dit, c'est également la possibilité d'obtenir la dégressivité dans le cas de parents-enfants. Je voulais simplement en avoir la confirmation. Donc, André. Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec Christine Lalouette. Donc, depuis 30 ans, cette dégressivité ne concerne que les enfants. Voilà. Donc, ce n'est pas un parent pour le premier, donc c'est au 2e enfant que la dégressivité s'emploie. Jean-Charles? D'accord, merci. En commission finance, on m'avait dit que ça s'appliquait aussi ça pouvait s'appliquer sur parents-enfants. Alors, ça a été vérifié. Ça a été vérifié depuis, quoi. On ne modifie pas la pratique, j'allais dire antédiluvienne. Il y a 30 ans, on était déjà là. En tout cas, pluridécennale. Ça s'applique aux enfants et les parents n'ont jamais été pris en compte dans la dégressivité. Voilà. On continue sur le même modèle. Et une antériorité de presque 30 ans. On est sur le même modèle qu'on perpétue. Voilà. Oui, ça pourrait éventuellement. On ne rentre pas en conversation. Alors les coquins, même si on est fatigué, on respecte les règles d'organisation du conseil municipal. Georges? C'est juste une petite question concernant les enfants. Il y a vraiment des familles avec un 5e enfant au patio? Je ne peux pas vous apporter la réponse, peut-être. Quelqu'un a la réponse? Non. On ne m'en a jamais parlé non plus. Non. Mais c'est peut-être possible. S'il n'y a pas d'autres questions, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? On revient pour la dernière délibération avec Jérôme et la délibération remise sur table. Merci, monsieur le maire. Last but not least. Alors, c'est une convention financière entre le SDEF, le syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère, et la ville de Morlaix, qui vise les effacements de réseaux, basse tension, éclairage public et télécom, route de Paris sur la partie basse.
La ville de Port-de-Morlaix a programmé donc l'effacement des réseaux souples route de Paris, partie basse, et spécifiquement les réseaux électriques, basse tension, les télécoms, les réseaux numériques et la pose de fourreaux génie civil, éclairage public. Cette opération de dissimulation des réseaux de distribution publique d'électricité est une opération d'effacement des réseaux d'éclairage public, et l'opération d'enfouissement coordonné des réseaux de télécommunications concerne 2 maîtres d'ouvrage, le SDEF, donc pour les travaux sur les réseaux de distribution d'électricité, et enfin la commune de Morlaix pour les travaux d'enfouissement des réseaux. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme d'aménagement et de sécurisation de la route de Paris sur un linéaire global de 1200 mètres. La réalisation de ces travaux est confiée par convention financière au SDEF, et la participation communale, dont vous avez le tableau plus bas sur la délibération, est estimée à 294 350 € TTC. Merci Jérôme. Avez-vous des questions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie, chers collègues. Nous sommes arrivés au terme de ce conseil d'administration. Je remercie tous les élus qui se mobilisent. Conseil d'administration. Non. Conseil municipal. J'étais resté sur les conseils d'administration quand on a abordé cette question sur le patio. Je voulais terminer ce conseil municipal en remerciant tous ceux qui se mobilisent encore dès dimanche pour la tenue des élections. Il en va de la bonne tenue de la démocratie française, et je vous remercie tant l'opposition que la majorité pour votre mobilisation. Elle n'était pas prévue, mais en tout cas, et vous-même et les services répondent présents pour l'organisation des élections. Soyez-en remerciés. J'en remercie également publiquement les services de la municipalité. Merci à vous et très bonne fin de soirée.